C'est le roman intitulé Dawa. Pas du tout. Alors Dawa, c'est le premier roman écrit par Julien Ciodo et paru chez Robert Laffont en 2014. Et ce qui est troublant, c'est l'histoire de ce livre, sorti il y a donc un peu plus d'1 an. Un livre qui raconte un projet terroriste, 6 attaques simultanées, en plein cœur de Paris, un vendredi 13. Oui, ça fait froid dans le dos alors. À sa sortie, le livre avait été salué par la critique. Dans l'Obs, on pouvait lire notamment « On s'y perd, on s'y désole, on s'y cramponne avec l'espoir de se réveiller de ce cauchemar ultra contemporain ». Eh bien, vendredi dernier, le cauchemar est donc devenu réalité. Attristé, l'auteur du livre, qui vit aux États-Unis, a réagi, toujours dans l'Obs, expliquant « Je pressentais que quelque chose comme ça arriverait tôt ou tard en France ». Un livre prémonitoire qui n'est pas le premier de l'histoire de la littérature. Exemple avec le roman d'Edgar Poe, Les aventures d'Arthur Gordon Pym. 4 naufragés, en manque de nourriture, tirent à la courte paille qui sera mangé. Un garçon de cabine, Richard Parker, perd et est mangé. 48 ans plus tard, dans la réalité, les naufragés du Mignonnette, affamés, mangèrent un mousse. Il s'appelait Richard Parker. Enfin, c'est aussi le moment de rappeler ici que Tintin a marché sur la Lune 15 ans avant Neil Armstrong. Alors, en arabe, à l'origine, c'est un mot qui signifie l'appel, c'est un mot qui vient du Coran et qui renvoie à une technique de prosélytisme, de propagande, pour convertir les populations infidèles dans les premiers siècles de l'ère musulmane à l'islam. Au fil des siècles et par glissement sémantique, on arrive en France, dans la France contemporaine, et l'arabe, le mot arabe, s'insère dans le parler, l'argot des banlieues, mais aussi des grandes villes et de la jeunesse plus favorisée. Et effectivement, c'est là que le mot signifie bordel, foutoir, bazar, souk, et perd de sa connotation religieuse. Évidemment, dans le livre, l'histoire joue sur les deux registres, à la fois sur la notion d'appel et de prosélytisme religieux et sur la notion de chaos qui se trouve être l'état dans lequel la France est, en tout cas est racontée dans le livre. La dimension identitaire est importante, mais les identités, pour moi, dans le roman, sont toutes construites. Et j'essaye de souligner ça dans les ruminations qu'on entend dans la tête des différents personnages. L'identité n'est pas première pour moi. Elle est la résultante d'une blessure, d'un passé, d'une histoire personnelle. Qu'on parle des personnages les plus âgés, ceux qui viennent de la guerre d'Algérie, dont l'histoire est celle de la guerre d'Algérie, et le passif, ou les plus jeunes, ces gamins qui sont issus de l'immigration. L'identité, oui, mais identité construite, parfois artificielle, subjective, construction subjective, qui peut même être le produit d'une instrumentalisation et d'une manipulation. Je crois que ça renvoie à une tendance lourde de la société française aujourd'hui. On a tendance à envisager les choses sous le règne des identités, en disant toi tu es ceci, toi tu es cela, moi je suis voilà ça. Je pense que cette dimension qui peut être ethnique, culturelle, les identités elles sont de toutes sortes, elles interviennent, mais ce sont vraiment des fabrications, parfois même des écrans de fumée, qui cachent des réalités sociales ou économiques douloureuses. Et c'est 6 attaques coordonnées en 33 minutes. Tout commence à 21h20 au Stade de France. Un bruit assourdissant. À l'extérieur de l'enceinte porte D, un kamikaze vient de se faire exploser. Le début de la série d'attentats. 5 minutes plus tard, rue Alibert, deuxième attaque. Les terrasses d'un bar et d'un restaurant, le Petit Cambodge, viennent d'être prises pour cible. 3 assaillants, selon les témoins, à bord d'une Seat noire. Ils sont armés de Kalachnikov. Ils visent les terrasses du 10e et 11e arrondissement. 21h32, rue de la Fontaine-au-Roi, un nouveau bar est mitraillé.
Puis un autre, 4 minutes plus tard, à 2 km de la rue de Charonne. À chaque fois, la même Seat noire est aperçue. Les mêmes rafales entendues. Le chauffeur de ce véhicule est à quelques mètres. Ça tire, bon. Ça tire, recule, gros, ça tire. Entre-temps, au Stade de France, 21h30, une deuxième explosion. Un autre kamikaze déclenche sa bombe, cette fois porte H. Aucun doute, les attentats sont coordonnés. 21h40, une Polo noire se gare devant le Bataclan. Des spectateurs assistent à un concert de rock. 1500 personnes dans la salle. 3 terroristes, peut-être 4, ouvrent le feu. Au Stade de France, le match est terminé, mais les spectateurs sont rassemblés sur la pelouse. Car à 21h53, un troisième kamikaze s'est fait exploser à 400 mètres de l'enceinte. Près des corps, les enquêteurs découvrent 2 passeports, un Égyptien et un Syrien. Appartiennent-ils aux terroristes? Pas de certitude pour le moment. Les attaques ont duré 33 minutes. Ce sont maintenant les forces de l'ordre qui passent à l'action. Il est minuit 20 au Bataclan, l'assaut des troupes d'élite. Ce passant est situé juste devant l'entrée de la salle de concert. On aperçoit 2 policiers aux aguets. Des détonations. 2 terroristes se font exploser. Le 3e est tué par les forces de l'ordre. On partage ce constat. Et donc voilà, après, c'est pour ça que ce livre, je dis oui, il est compliqué, il est lourd, d'ailleurs même la forme, c'est quand même assez frappant. On dit souvent d'un livre, c'est un pavé, et ben même là, au niveau de la couverture, Ah oui, c'est un pavé dans la gueule. C'est une brique, quoi, parce que même la couverture est rugueuse, quoi. Et Ouais. c'était une volonté de votre part de nous envoyer ça dans la tronche. En tout cas, il y avait une volonté de jouer sur la texture. Vous parlez de la couverture. Je suis vraiment très content du résultat. Les gens de la FON ont vraiment bien bossé. C'est exactement, je ne pouvais pas imaginer couverture plus adéquate au contenu de mon livre. Bonjour à tous. Là, vous venez de voir une série de petits extraits qui ont commencé par le fameux roman d'Awa écrit par Julien Suodo, qui aurait prophétisé l'attaque du 13 novembre 2015, où il parlait d'une attaque faite en 6 points dans la capitale. Je fais cette petite vidéo juste pour vous dire, maintenant vous comprenez pourquoi la pochette du livre est de couleur noire, parce que vous savez que cette journée a été endeuillée. Son livre est sorti une année avant l'attaque du Bataclan. Et s'il avait décidé de faire une pochette noire, c'est que lui-même avait été inspiré par certaines forces qui devaient connaître le futur et savait que ce qui était écrit dans le roman se déclencherait une année plus tard. C'est pour cette même raison qu'il a décidé de faire une pochette noire. Bien entendu, l'auteur du livre ne savait pas ce qui allait se passer, mais c'est surtout ces forces invisibles qui l'ont inspiré, qui connaissaient le futur. Maintenant, vous savez pourquoi la pochette de ce roman est de couleur noire. Mais j'en reviens à ces attaques du 13 novembre 2015. J'avais déjà dit dans une précédente vidéo que le matin même de l'attaque, le SAMU de Paris avait fait une simulation d'attaque terroriste. Et étrangement, cette attaque terroriste était composée, c'est-à-dire elle se déroulait sur 3 fronts. Il y avait 3 groupes qui avaient été lâchés dans la capitale. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans la soirée. Et le drame, c'est que, comme il le disait, le responsable de cette simulation du SAMU et du ministère de l'Intérieur, puisque tout était combiné entre eux, cet exercice se terminait le soir à l'heure où les attentats avaient commencé. C'est pour vous dire la coïncidence. On a l'impression que tout le monde savait, mais on ne savait pas directement ce qui allait se produire. Et je dirais que ces attaques, on pense tout de suite à Daesh, comme la France bombarde
Daesh en Syrie. Elle collabore avec les États-Unis pour lancer des bombardements sur certains fiefs islamistes. Mais je me pose cette question, est-ce que cette attaque est-elle vraiment... elle a été commanditée par Daesh, certes, mais ne serait-ce pas un avertissement qu'on nous enverrait indirectement, mais de très très haut? Parce que, bon, les enquêtes ont montré que Daesh avait ordonné cette attaque terroriste. Mais bon, qui a dirigé Daesh pour faire cette attaque? Qui aurait inspiré certains membres de Daesh pour qu'ils commanditent cette attaque? Et dans quel but? Parce que dans ce roman, il parle souvent d'une révolution et Julien Suodo nous explique que nous serions dans une situation qui ressemble étrangement à celle de 1789. Et il nous dit que les tensions sont tellement grandes qu'on peut se retrouver dans une sorte de conflit larvé, une guerre civile larvée, hein, entre des cellules musulmanes et l'armée française. Mais bon, moi personnellement, dans le futur, je ne vois pas vraiment ça. Personnellement, je pense que si une guerre civile se déclenchait, ça sera pas contre les musulmans, mais ça sera entre le peuple français, le clan laïque contre le clan religieux. Puisque les gens vont me dire, mais c'est pas possible le clan laïque contre le clan religieux, mais je vous parle souvent dans mes vidéos de la venue de ce grand monarque qu'on appelle, que la Bible appellerait l'Antéchrist, hein, que les musulmans appelleraient le Mahdi. Il faut prendre en compte cette donnée. Et ce personnage, lorsqu'il va arriver, logiquement, beaucoup de gens vont lui être fidèles, hein. Je dirais qu'en France, la moitié du pays sera presque à ses ordres, je dirais même. Donc, on peut pas, dans ces conditions, on ne peut pas dire que la guerre civile sera orientée contre les musulmans. Puisque ce grand monarque, lui, son but, c'est de s'attaquer aux républiques laïques dans le futur. C'est-à-dire à tout ce qui représente l'athéisme dans ce monde, il voudra s'en débarrasser plus ou moins. C'est pour cette même raison qu'on nous explique que dans la Bible, il prendra le contrôle de toute la planète, mais ce contrôle ne se fera pas pacifiquement. Il déclenchera, je pense, des guerres civiles dans beaucoup de pays hein, européens, américains. Bon, dans le monde arabe, ils sont déjà en guerre, hein, mais bon, lui, quand il va arriver, il va accélérer, il va accentuer le conflit entre les militaires dans ces pays arabes, entre les militaires et les islamistes. Hein. Ça va s'accentuer lorsqu'il va apparaître, ce grand monarque. Parce que les gens se sentiront, surtout les religieux, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, vont se sentir beaucoup plus forts lorsqu'ils verront apparaître cette personne, ce grand monarque. Et à partir de cet instant, ils n'auront plus peur de leur pouvoir, de leur régime. En France, pour l'instant, tout le monde est en sommeil, hein, tout le monde dort parce que ce grand monarque lui-même est en sommeil, je pense. Hein. Mais lorsqu'il va apparaître, les données vont changer. Hein. Puis je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, lorsqu'il apparaîtra, je dirais même que le gouvernement s'estompera progressivement. Hein. Je parle du gouvernement français. Hein. Parce que les élites sauront que tout le pouvoir arrivera entre ses mains à ce grand monarque. Que ce soit le pouvoir militaire, économique, même spatial, hein, puisque, comme je l'ai dit, il sera en contact avec nos visiteurs extraterrestres. Quand je dis il sera, il y a de fortes probabilités que des contacts ont déjà eu lieu, hein, parce que tout se passe dans le secret hein, des gouvernements, on ne va pas vous le dire directement. Mais que ce soit en France ou aux États-Unis, il y aurait des contacts secrets. Hein. Et je pense que les États-Unis s'inquiéteraient parce que les contacts seraient beaucoup plus importants en France que chez eux. C'est un peu logique, hein. Si le grand monarque apparaîtra en France, c'est un peu logique que nos visiteurs extraterrestres s'orientent vers la France. S'ils connaissent le futur, ils savent que le pouvoir du monde reviendra entre les mains de cette personne, donc ils s'orienteront vers la France et finiront par prendre contact avec cette personne. Hein. Puisque le grand monarque connaîtra, du moins, il saura d'où viennent ces visiteurs extraterrestres. Par exemple, vous, lorsqu'on vous parle d'OVNI, vous dites que c'est du cinéma, c'est de la foutaise, c'est de la science-fiction. Mais le grand monarque, lui, lorsqu'il arrivera, aura des dossiers sur chacune des planètes d'où viennent ces visiteurs. Il connaîtra même probablement l'histoire de ces civilisations extraterrestres.
Et ça, nos visiteurs extraterrestres le savent plus ou moins. Surtout cette fameuse race qu'on appelle les humites. Hein. Parce que bon, certaines rumeurs diraient que l'âme qui habite le corps de ce grand monarque aurait probablement vécu aussi sur cette planète avant de venir s'incarner sur cette planète, sur notre planète, je veux dire. Mais bon, ça, je parle en hypothèse. Hein, bon, j'en ai fini avec cette vidéo. Hein. Je l'ai fait juste pour vous dire que dans certains romans, on annonce quelquefois des choses qui se déclenchent. Hein. Vous avez aussi un autre roman qui était célèbre, hein, c'est celui du Titan. Hein. 14 ans, voilà la fin du Titanic. Hein. Vous avez un certain Robertson qui avait écrit un roman qu'il avait intitulé Le Titan. Et dans lequel il nous présentait carrément le Titanic. Il nous expliquait que c'était un énorme paquebot avec 4 cheminées, hein, qui aurait heurté un iceberg. Ce qu'il avait mis dans le roman, c'est exactement ce qui s'est passé 14 ans plus tard. Voilà, c'est que dans certains romans, on a l'impression que ces gens sont inspirés, voire se connectent sur des événements futurs. Hein. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.